toutes! Comme toute créatrice de contenu en 2024 qui aime les livres et qui surtout a une chaîne YouTube, eh bien il est temps, en cette fin d'année, de faire une vidéo sur mes tops et flops de l'année. J'ai lu 63 livres cette année, alors cette vidéo va peut-être être un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir à ce sujet. En règle générale, les gens choisissent les livres qu'ils ont jugés 5 étoiles pour être dans leur top et 1 étoile dans leur flop. Et j'aimerais que ce soit aussi facile pour moi, pourtant ça ne l'est pas. En fait, je veux des livres qui m'ont marqué, des livres qui ont résonné en moi, des livres qui, surtout à la suite de la lecture, résonnent toujours en moi, auxquels je pense encore aujourd'hui, qui sont peut-être pas des livres 5 étoiles quand je les ai lus, mais qui ont vraiment eu une aura par la suite et qui ont toujours un impact aujourd'hui sur moi. C'est-à-dire que, par exemple, parmi mes livres top, il n'y a pas que des 5 étoiles, comme vous l'avez compris, mais il y a peut-être des 5 étoiles qui ne sont pas dedans non plus. Des livres que j'ai adorés dans ma lecture, mais qui m'ont pas laissé cette chose où j'ai envie de vous en parler, où cette chose a eu un impact significatif. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Pareil, mes flops ne sont pas forcément des livres 1 étoile, peut-être. Déjà, je ne classerai jamais un livre 1 étoile parce que je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont très suggestives. Hormis vraiment si c'est très mal écrit, qu'il y a plein de fautes d'orthographe, que voilà, là encore. Mais 1 étoile, encore une fois, ça va être souvent, et je pense que c'est le cas pour le lecteur, extrêmement personnel, comme les 5 étoiles d'ailleurs, mais vraiment, comment dire, c'est pas parce que c'est dans un flop que c'est mauvais, parfois c'est que je suis pas la personne faite pour les lire, et encore en général, je le sais, je le remarque et du coup je le mettrai pas en flop, c'est qu'il y aura forcément quelque chose de plus, quelque chose qui m'a perturbée et quelque chose qui me perturbe tellement encore aujourd'hui que je le laisse dans les flops. En fait souvent les flops ce sont des déceptions. C'est pas des livres genre je m'attendais à rien et je suis quand même déçue, c'est plutôt des livres où je m'attendais à quelque chose et je suis déçue. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu plus nuancé que ça, encore une fois. Il y a des livres qui sont moins bien que ceux que je vais vous présenter dans les flops selon mes goûts. Je ne vous présenterai pas parce que je ne pense pas qu'ils méritent ce statut ni qu'ils méritent qu'on en débatte. Bref, on dirait un très long disclaimer, mais je trouve ça important parce que je sais que dans les flops il y a des livres, au moins un qui va assez intriguer, que j'ai mis dans un flop par exemple, et je veux que vous compreniez que c'est extrêmement personnel déjà, et ensuite que ça veut pas dire grand chose sur le livre en soi. Ça veut dire quelque chose par rapport à la personne qui le lit. C'est vraiment un rapport particulier et ça va être exactement la même chose pour les tops. Voilà. Et d'ailleurs, j'adorerais que parmi vous, il y ait des gens qui aient des avis hyper contrastés sur les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme ça pour engager un débat dessus parce que, encore une fois, ce sont des livres qui parlent, qui m'ont parlé, qui m'ont interpellée, qui ont vraiment résonné en moi sur quelque chose et de manière positive ou négative. Et du coup, c'est vraiment... bref. Comme je dis une fois, hyper personnel et du coup je serais curieuse de voir à quel point les avis peuvent diverger. Voilà. Bref, je vous laisse avec le début de cette vidéo que je regrette déjà de faire par rapport au montage que je vais détester. On commence tout de suite avec les tops. On commence avec un livre qui a extrêmement bien marché cette année, il me semble en tout cas, hein, parce que j'en entends beaucoup parler, ils ont une grosse com dessus. C'est Agence Perdido de Victor Dixon. D'ailleurs, félicitations à lui parce qu'il me semble que sa série Vampira va être adaptée au cinéma. Alors je sais pas si ça va être un dessin animé ou quoi, mais franchement, félicitations, ça doit être tellement chouette. Alors, Agence Perdido, c'est-à-dire que s'ils ont fait une com aussi énorme dessus, pour moi, ils avaient complètement raison parce que ce livre est trop cool. C'est un livre jeunesse avec une histoire de croque-mitaine. Alors, je me dis, si je vous résume tous les livres, on en a pour 20 000 ans. Alors vraiment, je vais essayer de faire un résumé du résumé. Mais c'est dans ce monde, les croque-mitaines existent. Et c'est un monde hyper élaboré, hyper enrichissant. Tout ce qui est rajouté par rapport aux croque-mitaines, c'est vraiment trop cool. Et il y a des gens du coup qui ont cette capacité d'aller dans les oubliettes, donc dans les endroits où sont les croque-mitaines, et d'essayer de récupérer des objets ou des personnes, et on va suivre une gamine qui est dans cette situation et c'est vraiment incroyable. En gros, elle a perdu sa mère, elle veut retrouver sa mère, elle a été kidnappée par un croque-mitaine et on sent qu'il y a beaucoup plus de choses lourdes autour d'elle. Voilà. Si j'ai aimé ce livre et si je le mets dans un top et si c'est pas juste, on va dire, un 5 étoiles parce que j'ai passé un bon moment de lecture, c'est que j'ai trouvé que cet univers était extrêmement élaboré. En fait, ça m'a fait, comment dire, je le résume souvent comme ça. Il y a des livres jeunesse, quand tu les lis, tu te dis
oh ouais, j'aimerais trop être l'enfant qui le lit, découvrir ce monde avec des paillettes dans les yeux, j'imagine que les enfants doivent encore plus aimer ce livre, etc. Et il y a des livres où quand tu le lis, tu te replonges dans ton enfance et où tu te dis waouh, j'ai tout un nouvel univers à explorer et c'est trop cool. Et ça m'a vraiment fait cet effet là, il y a quelques livres qui me le font. Et lui ça a vraiment été hyper percutant. Voilà, comme quand on découvre Harry Potter quand on est enfant finalement, on se dit waouh, il y a tellement de choses, un univers tellement riche, j'ai tellement envie de découvrir plein de choses au niveau de ça. Bah ça m'a fait ça, voilà. J'adore à quel point je ne les ai pas triés, j'ai sorti... Ça vient de tomber. Alors... Excusez-moi, j'ai ramassé des livres qui venaient de tomber, ma pile de flop a fait flop, du coup c'est assez drôle. Vous allez voir à quel point mes livres sont pas du tout ordonnés dans leur sélection. C'est juste que je les ai retirés de mes étagères en me disant ah oui celui-ci, oui celui-là, oui je l'avais noté, machin et tout. Et j'en ai fait des tas. Et donc du coup totalement dans le désordre et j'aime bien ça du coup, ça donne pas de hiérarchie, ça donne pas trop de sens et du coup je trouve ça presque plus intéressant, même carrément plus intéressant. On continue avec l'une de mes dernières lectures qui est Carmilla de Sheridan Le Fanu. Alors vous voyez, vous pouvez l'acheter pour 3 €. Carmilla, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des premiers romans sur les vampires. En tout cas, il est arrivé avant Dracula de Bram Stoker. Et alors, c'est une histoire de vampire avec beaucoup de femmes et justement, c'est un livre LGBT. Je m'attendais pas à ça. Écrit par un homme en 1872, si je dis pas de bêtises, il y a marqué 1872, normalement oui. Et en fait, je me questionne un petit peu à quel point c'est un livre à moitié roman, à moitié non LGBT. À quel point est-ce que c'est vraiment une histoire de male gaze ou pas? Moi je trouve, enfin c'est étrange mais je ne trouve pas. Il y a vraiment, bon du coup un rapport de prédation entre une vampire et une jeune fille. Mais il y a toute cette histoire d'envoûtement et tout, et je me dis, tu enlèves le côté vampire, c'est vraiment une femme qui séduit une autre femme en fait. Et du coup, toute la société est contre cette idée-là. Bon, en plus, dans l'histoire, bah du coup, le vampire veut quand même épuiser l'autre femme enfin c'est une jeune fille, mais du coup en suçant son sang tout simplement, en absorbant son énergie. Mais t'as vraiment ce côté séduction réciproque, peut-être par sorte de magie, etc. Mais je me dis vraiment, si tu le transposes à un truc vraiment saphique à l'époque, je suppose que les réactions de l'entourage seraient à peu près pareilles, vouloir absolument arrêter ça, vouloir briser peut-être la vie de l'une des deux. Voilà, franchement très très impressionnée que ce livre sorti à cette époque soit si LGBT, et j'arrive toujours pas à vraiment déterminer si c'est le côté, parce que on s'attendrait plutôt à ça, des hommes qui écrivent sur des femmes, si tu peux, vous voyez, ou vraiment ça dénonce quelque chose, et je trouve que ça dénonce quelque chose. Ça dénonce un côté où la société n'est pas prête à certaines choses, et en même temps le vampire est diabolisé, mais comme une femme qui séduit une autre femme doit être diabolisée à cette époque, je suppose. Bref, très intéressant comme je vous dis, c'est pas un 5 étoiles pour moi par exemple, mais ça m'a tellement... Waouh, une romance saphique écrite en 1872. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose. Voilà. On continue avec les vampires, avec Dracula, le papa du sujet. Alors, je vous ai déjà beaucoup parlé de Dracula si vous me suivez sur ma chaîne, mais j'étais obligée de le mettre dans mon top cette année parce que du coup, c'est un de mes livres préférés de tous les temps maintenant. Et alors, pourquoi est-ce que ce livre m'a plu? Je vais pas vous raconter l'histoire de Dracula, c'est-à-dire que le peu que vous savez vous suffit, et ce que vous savez pas, vous avez qu'à le lire, voilà. Et bien justement, je savais énormément de choses sur Dracula, je savais énormément de choses sur les vampires parce que j'ai toujours aimé les vampires. Ce livre m'a quand même surprise, glacé le sang, et je l'ai trouvé trop bien écrit, trop bien, trop cool. Le seul défaut, c'est que t'as un personnage féminin qui est incroyable, vraiment ce personnage est extraordinaire. Mais on dit qu'elle est tellement extraordinaire, c'est parce qu'elle a un peu le cerveau d'un homme, vous voyez. Donc, pas cool en 2024, mais hormis cet aspect-là, waouh, vraiment, je vous le recommande si vous aimez tout ce qui est l'univers vampire, horreur, etc. Si vous avez peur de le lire en vous disant « Oui, je sais déjà tout, donc ça sert à rien », laissez-vous tenter quand même, franchement. Et moi j'avais la chance, quand j'étais ado, avec le collège, d'être allée à Wisby. Faut savoir que Dracula arrive au début en Angleterre à Wisby, et j'avais pu voir son château, et du coup j'imaginais très bien les lieux. Alors ça date, mais cette ville m'a tellement marquée.
Je voyais bien un peu les lieux, comment ça se passait, et je visualisais la chose et c'était extraordinaire du coup, encore plus. Voilà, Dracula, si vous hésitez, n'hésitez plus. Puis pareil, là, écoutez, 4,70 €, vous avez des versions pas chères du tout. Mais j'ai bien envie de l'acheter dans une super belle édition, super chère, parce que j'adore Dracula du coup. On continue avec... Comme Dracula, pour le coup, c'est plus un 5 étoiles en mode livre préféré, waouh, ex aequo avec Dracula. C'est assez drôle parce que ce livre, j'ai l'impression que il y a plein de gens qui l'adorent, mais qui l'adorent comme moi. Et t'as des gens qui l'ont pas du tout aimé. Mais bon, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo. Lui, aussi un petit peu comme Dracula, m'a laissé vraiment plein de trucs en tête. Ce côté, comment dire, mais une sorte de cruauté réelle dans ce livre qui est super intéressante, je trouve. Bref, ça parle de Galaxy, plutôt Alex, qui peut voir des fantômes depuis toujours. Et suite à un drame, elle se fait repérer par une société qui est à Yale. En fait, vous savez, il y a les sociétés secrètes à Yale, et dans ce monde, la magie existe pour de vrai. Et du coup, pour contrôler un petit peu la magie de toutes ces sociétés, éviter qu'ils fassent des carabistouilles un petit peu trop carabistouillesques, eh bien, ils ont créé une autre société qui vraiment régule la magie. Et là, waouh, il y a une personne qui voit des fantômes, ça n'arrive jamais. Donc bah, on va la recruter, et de base cette femme est une toxico et vraiment dans des conditions de vie mais horribles. Et du coup va se retrouver du jour au lendemain à vivre comme une étudiante de Yale, ce qui change complètement sa vie, mais elle a toujours son caractère bien trempé, etc. Mais en même temps, elle a un peu envie de correspondre au code de Yale parce qu'elle se dit bah c'est ma nouvelle chance de faire quelque chose. C'est super intéressant, j'adore comment c'est écrit, toute l'histoire, il se passe plein de choses tout le temps. Les chapitres sont tellement bien écrits de manière à ce que tu aies envie de lire le chapitre suivant une fois que tu l'as fini, parce que bah, il te lance sur le chapitre suivant, sur ce qui va se passer par la suite, du coup tu veux le lire, mais comme lui te lance sur le chapitre d'après, bah tu ne t'arrêtes jamais. Alors il y a des passages crus, je mettrai quand même un trigger warning pour tout ce qui est VSS. Voilà, ça c'est un passage qui m'a déplu. Par contre, ça a beau ne pas être dans la pire des descriptions ou quoi, non. Mais hormis ça, vraiment, bah, gros coup de cœur cette année. Et je suis en train de lire le tome 2, je l'ai mis en pause parce qu'en ce moment je suis pas dans une période où je peux lire ce genre de livre. C'est la première fois que ça m'arrive, je peux pas lire des livres trop sombres parce que ça m'affecte un petit peu trop. Donc là je lis des trucs de Noël hyper légers, mais j'ai hâte de finir le tome 2 aussi. Ensuite, révélation de l'année aussi, A Good Girl's Guide to Murder, meurtre mode d'emploi en français. Pourquoi révélation eh bien, je vous l'ai déjà expliqué, je sais plus où, peut-être sur YouTube. Ça fait partie de ces livres qui me restent en mémoire parce que j'ai trouvé qu'ils étaient extraordinaires, qui m'ont vraiment percuté parce que l'histoire en gros c'est une fille qui pour son projet d'école décide d'enquêter sur un meurtre où tout le monde sait qui est le coupable, tout le monde sait ce qui s'est passé, mais elle est pas sûre, et du coup elle va faire tout son projet d'études autour et faire une vraie enquête autour. J'avais peur d'un truc en lisant ce livre, c'est que comme c'est un livre, je veux pas dire ça méchant du tout, parce que c'est moi la méchante dans l'histoire, mais pendant très longtemps je faisais partie de ces gens qui pensaient que pour lire un bon livre il fallait que ça te prenne un peu la tête. Et là c'est un livre vraiment léger, pour ados, etc. Et du coup je me suis dit, bon, j'ai déjà débunké l'idée que ces livres-là peuvent être géniaux, la preuve quand je vous ai montré d'autres livres par le passé. Mais là, il y avait un style de livre où je me suis dit mais jamais je ne pourrais le lire de manière légère, c'est tout ce qui va être les enquêtes, les thrillers, etc. Pourtant, ce livre m'a plus tenu en haleine que tous les thrillers que j'ai lus. Jusqu'à la dernière page, tu veux savoir ce qui se passe. Jusqu'à la dernière page, tu es en suspense. Et c'est très bien écrit et c'est très cool, et j'ai acheté le tome 2 et je l'ai pas encore lu parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire, et de toute façon là je suis sur les livres de Noël donc peut-être ça attendra janvier. Il est trop bien, voilà, si vous avez peur un petit peu comme moi parce que vous êtes un petit peu pédant sur les bords mais que vous voulez travailler dessus, et bien sachez que ce livre est incroyable, et vraiment du début à la fin vous êtes en tension, vous voulez savoir ce qui se passe, l'intrigue est trop cool. Apparemment le tome 2 est encore mieux que le tome 1 d'ailleurs. Moi je l'ai lu en anglais, mais la couverture française c'est meurtre mode d'emploi comme ça. Je connais pas du tout si la traduction est bien ou pas. Moi j'avoue que si je voulais lire en anglais déjà c'est parce que j'en suis capable. Donc. Mais en plus je me voyais mal me balader avec un livre marqué meurtre mode d'emploi dessus. Surtout que je lis beaucoup en extérieur, donc ça la foutait un peu mal quoi.
Voilà, mais excellent. Et l'autrice, pardon, c'est Holly Jackson. Ensuite, et ben c'est un petit peu comme le livre précédent par rapport à ce qui s'est passé en moi. Il s'agit de Agatha par Cathy Allender, publié chez Page Turner Book Club évidemment. Si je mets ce livre-là, c'est pour les mêmes raisons que le précédent ou presque. Margot, elle a perdu sa famille dans un tragique accident de voiture et au fur et à mesure elle va devoir, elle va finir par vivre dans une grande propriété qui appartenait à un ancien ami de son père et un petit peu en contrat tacite pour pouvoir vivre ici plutôt qu'en pension horrible. Elle va devoir s'occuper de la fille de cette famille qui s'appelle Agatha. Agatha est une jeune femme, une ado, je sais plus, elle doit avoir entre 16 et 18, je sais plus trop, qui est à peu près de l'âge en fait du personnage principal, qui est complètement, c'est quoi le mot, apathique. Elle est complètement mutique, elle est atteinte d'une maladie très bizarre parce que vraiment on dirait qu'elle ne s'intéresse à rien, elle ne parle plus. Son regard est flou, vague, elle bouge très peu, elle peut bouger mais on dirait qu'elle trouve pas d'intérêt dans ses mouvements et du coup elle va devoir s'occuper d'elle. En plus Agatha a un comportement extrêmement étrange envers Margot. Elle lui dit de partir, d'aller ailleurs, de pas rester ici, donc elle se sent pas du tout acceptée. Et en fait il va se passer plein d'événements étranges et tout au long tu vas pas savoir ce qui se passe. Pendant très longtemps tu vas pas savoir si c'est les traumas du personnage principal qui font surface et qui font faire des choses étranges. Tu vas pas savoir si c'est Agatha qui est possédée ou quelque chose comme ça et qui fait des choses étranges. Tu vas pas savoir si c'est du réel, du paranormal, s'il y a une autre réponse entre les deux, tu vas pas le savoir. Et du coup ça te tire d'haleine et quand tu sais, tu peux plus lâcher le livre parce que c'est en mode qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Agatha. Vraiment très très bien. Je m'attendais pas trop au plot twist en plus, pourtant c'est le genre d'histoire que j'adore et voilà. Donc une fois que vous aurez passé le plot twist, vous pourrez plus lâcher le livre. Déjà avant tu seras en mode waouh qu'est-ce qui se passe et à la fin tu pourras plus du tout. Voilà. Donc révélation dans le sens encore une fois, livre très très ado qui se révèle être super bien écrit, qui va vraiment te mettre dedans et où tu te dis waouh je viens de lire un truc vraiment cool et vraiment moi j'y ai repensé par la suite sur ce qui se passait. Je trouvais ça trop bien. C'est là où je me dis mes lectures sont hyper éclectiques. Parce qu'il y a de l'horreur, il y a des tranches de vie, il y a d'autres choses. Bref, on continue avec Les Merveilles de Viola Ardon, publié chez Albin Michel. Alors c'est très étrange ce livre, je l'ai lu, je l'ai aimé, il m'est resté dans le crâne. C'est l'histoire en gros, j'ai peur de dire des bêtises, hein. C'est une jeune fille qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle est née dans un hôpital psychiatrique. Sa mère qui est dans l'hôpital a accouché là-bas. Il faut savoir que c'est des hôpitaux, c'est pas vraiment des hôpitaux psychiatriques. Ouais, c'est des maisons de fous, c'est pas des hôpitaux psychiatriques, c'est vraiment plus à l'ancienne et c'est dans une des dernières maisons comme ça en Italie où on fait encore de l'électrochoc, des choses comme ça. Elle est née dans ce monde et ce monde est sa normalité, pourtant les médecins sont pas forcément sûrs qu'elle en ait besoin. Pourtant elle y reste et elle veut y rester, elle fait tout pour y rester. Et arrive un psychiatre parce que commence à se développer quand même la médecine autour de ça, à se dire ils sont pas juste fêlés, certains ne le sont pas du tout, c'est pas parce que tu es épileptique que tu dois aller là-bas. Par contre tu peux devenir presque taré à force d'y rester. Et cette personne va vraiment prendre sous son aile cet enfant là et sauf que cette personne est globalement bien plus tarée que les gens dont il s'occupe parfois. Enfin quand je dis taré, c'est vraiment t'as un côté très obsessionnel par rapport à l'homme qu'il est, les choses qu'il a faites, ce qu'il a légué, ses enfants, ses machins. Il a vraiment un... en fait c'est lui la personne qui a des problèmes et qui s'en rend pas compte du tout et pourtant ça va être une super figure paternelle aussi sur certains aspects. Genre il n'est pas tout noir ni tout blanc mais ça va un petit peu spoiler sans trop parce que c'est pas non plus le thème du livre. Mais moi ce qui m'est vraiment resté c'est une scène où ça se passe des années après où cet homme va parler de ses enfants et ça va être genre oui mon fils est curé mais comment est-ce qu'il peut être curé parce que genre à 6 ans il faisait que des bêtises donc il peut pas être curé. Et en fait tout cet aspect où cette personne est restée bloquée sur la version d'enfance de ses enfants où il voit pas l'évolution des gens
bah ça m'a vraiment percuté parce que c'est un aspect de la vie auquel je pense beaucoup, à quel point on a une vision de certaines personnes qui est aujourd'hui obsolète, combien certaines personnes ont aussi une vision de nous parfois obsolète et à quel point c'est dur de changer cette vision là. Bon là on parle quand même d'une personne qui psychiatriquement va avoir du mal à avancer par rapport à ça, mais je crois que tout le monde a des visions obsolètes de pas mal de personnes. Quand on connaît quelqu'un depuis des années, c'est toujours un peu le cas. Et il faut réussir à se mettre à jour par rapport aux gens. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup reproché aux autres, d'avoir une ancienne vision de moi. Avant que je me rende compte que j'en avais aussi une ancienne vision d'eux. Vous voyez, le travail est dans les deux sens. Et alors autant le livre il est bien, mais c'est pas un 5 étoiles. Autant chaque fois que je vois la couverture, ça me renvoie dans ce truc vraiment là. Je suis passée à la librairie, la grande librairie de Clermont, les Volcans, il y a pas longtemps et j'ai vu la couverture et je fais ah ouais c'est vrai quand même. Par contre c'est très cru, c'est la psychiatrie au niveau cru du terme, dans l'hôpital où ils sont vraiment, les gens ils sont à poil, ils font n'importe quoi, enfin c'est pas glamourisé du tout et c'est ça que j'ai aussi aimé avec. Et à côté t'as tout cet aspect là, voilà. Je trouve ce livre très très intéressant et bah en fait autant le psychiatre qui est complètement pas possible et cette jeune fille qui est quand même extrêmement remarquable je trouve. Je suis contente de l'avoir lu et vraiment j'y repense comme je vous dis sur ce travail de l'obsolescence des personnes, la version obsolète etc. qui n'est pas le point d'orgue mais qui pour moi m'a fait quelque chose. Ensuite, on parle d'un livre qui a beaucoup de trigger warning, qui est génial, Ma mère est morte de Janet McCurdy. Alors, Janet McCurdy, qui est-ce que c'est? C'est une actrice qui est de Nickelodeon, je crois. Ouais, Nickelodeon, qui a joué dans iCarly, etc. Vraiment l'enfant star de Nickelodeon. Et en fait, ça, c'est son autobiographie où elle va raconter sa vie d'enfant star alors qu'elle ne voulait pas être une enfant star, alors qu'elle voulait pas du tout faire ce que cette mère lui imposait de faire et où du coup vu qu'elle aimait sa mère, elle le faisait pour sa mère et puis voilà, et puis elle était vraiment dans une emprise. C'est un livre qui parle d'emprise clairement. Et d'emprise même par la suite par rapport à ces TCA. D'ailleurs si vous avez des TCA que vous n'avez pas, que vous avez peur, qu'il faut pas lire des choses à ce sujet, lisez pas ce livre parce que en fait le point fort pour moi de ce livre, et j'ai envie de lire ses prochains bouquins, c'est pas pour moi, c'est vraiment une romancière cette femme, hein, c'est que elle va te plonger dans sa tête aux périodes où ça s'est passé. Si aujourd'hui elle a réussi à sortir de l'emprise de sa mère, mais elle va quand même te décrire parfaitement, je suppose en tout cas parce que ça donne cette impression là, l'emprise sous laquelle elle était. C'est-à-dire, ah bah non je vais pas dire non parce que maman va être triste. Ah je vais arrêter de manger, comme ça je serai plus fine pour faire plaisir à maman. Et du coup ça me fait plaisir. Et en fait c'est vraiment, tu rentres dans son crâne, j'ai l'impression vraiment pendant les périodes dont elle nous parle. Et je trouve ça très 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 impressionnamment écrit. Vraiment, si vous n'êtes pas sensible à ce genre de sujet, franchement je vous le recommande. Je me demande s'il n'y a pas les trigger warnings dessus parce que vraiment, comme je vous dis, pour le coup il glamourise des choses qui ne devraient pas être glamourisées, mais parce que en fait c'était glamourisé à l'époque dans le cerveau de la personne. Et si t'as pas de mal avec ça, ce livre devient génial parce que tu découvres des aspects de la vie de quelqu'un. Mais c'est trop bien fait, du coup tu es dans sa tête, c'est trop cool. Tu vis vraiment dans les yeux d'une personne, dans son cerveau, et c'est trop bien écrit et c'est trop bien, et en même temps t'en apprends plus sur la vie des enfants stars, donc c'est trop bien. Et pas du tout de manière positive en plus, et c'est très intéressant. Donc j'espère qu'elle va écrire d'autres livres parce que pour moi c'est vraiment une autrice. Ensuite, une autrice aussi que je trouve extraordinaire, en fait les 3 derniers livres, le précédent, celui-ci et celui d'après, c'est vraiment le même cas de figure en mode il faut suivre ces autrices. Là bon, elle est plus connue, pas en tant qu'autrice en tout cas, c'est Rebecca F. Kang avec son livre Yellowface. C'est aussi elle qui a écrit Babel, qui a écrit plein de trucs hyper connus, voilà. Alors, je l'ai lu en anglais mais je crois que c'est exactement le même titre en français, j'adore cette couverture. Bref, Yellowface ça parle de quoi? Ça parle d'une autrice qui marche pas très bien, qui a sa meilleure amie, enfin c'est pas vraiment sa meilleure amie mais c'est un peu sa meilleure amie, c'est des amies de... Elles se suivent depuis toujours, genre elles étaient, c'est peut-être pas exactement ça mais au même lycée, à la même université, et puis après elles ont habité à peu près au même endroit, donc elles sont amies par intérêt.
plutôt. Et elles vont... donc elle a pas de succès, par contre son amie mais a un succès énorme, ses livres sont toujours adorés, c'est vraiment génial. Voilà, et elle, elle galère, et puis un jour elles font soirée ensemble parce que, encore une fois, elles s'aiment et elles ne s'aiment pas, mais en même temps c'est des amis de... Voilà, c'est plus pratique d'être amis ensemble. Et son ami s'étouffe de la manière la plus stupide qui soit, c'est-à-dire en mangeant un pancake. Et alors, je ne veux pas rire de gens qui sont potentiellement morts de cette chose, mais que c'est vraiment décrit comme la mort d'une Instagrammeuse étouffée par un pancake. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la mort cliché bête pour une personne comme elle est. Voilà. Et sauf que, cette femme avait écrit un livre, était en train d'écrire un livre qu'elle avait fini, il me semble, donc personne n'était au courant. Et ce livre se trouve donc sur son bureau. Et avant d'appeler les secours, essayer de voir si on peut sauver son amie, elle va attendre qu'elle meure et récupérer le manuscrit qu'elle va modifier et publier. Et alors bon, déjà c'est atroce, mais faut savoir que ce livre parle, je sais plus exactement de quoi, mais d'un truc hyper spécifique pour la communauté chinoise. Et l'autrice est une femme, la voleuse est une femme blanche. Et sa maison d'édition va tout faire pour la rendre plus asiatique. Par exemple, je crois que son deuxième prénom est un petit peu plus asiatique, du coup on va modifier pour que ce soit en fait son nom de famille. On va essayer de prendre des photos qui révèlent des traits plutôt asiatiques à son visage, des choses comme ça, alors que pas du tout, c'est vraiment une femme blanche. Et c'était pour plus plaire à un certain lectorat. Évidemment, Twitter existe. Donc les gens vont se rendre compte que ça ne fonctionne pas, qu'il y a des choses bizarres. Tiens, est-ce qu'elle aurait pas volé son livre à quelqu'un? Et puis ça tombe dans un engrenage et dans du harcèlement intense. Et quand t'as vécu déjà des formes de harcèlement sur les réseaux sociaux, tu dis waouh, c'est vrai que c'est ça. Parce que c'est très bien écrit, parce que quand tu te fais harceler sur internet, t'as souvent ce truc nul où t'as envie de savoir ce que les gens disent sur toi et où tu deviens dans une spirale infernale horrible où tu te sens pas bien. Et pourtant t'as pas envie d'aimer le personnage principal parce qu'elle est horrible, mais en même temps t'as pas envie qu'elle souffre parce que c'est aussi horrible. Et c'est très bien écrit. Et j'y pense souvent à cette dualité et vraiment au fait que peu importe de qui on parle, personne ne mérite de vivre ce qu'elle vit dans ce livre. Le mieux à faire, c'est d'ignorer les personnes en règle générale. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, au lieu de parler négativement de cette personne, le mieux c'est de la boycotter silencieusement. Ce qui peut faire du coup du mal aussi à son business, parce que si tu penses que si moins de gens en parlent, moins de gens vont vouloir acheter son livre, dans ce cas de figure, et du coup ça lui fait moins de pub, et du coup les gens sont moins intéressés, et du coup voilà. Personne ne mérite le harcèlement, même les pires personnes. Par contre, le silence, ça peut être douloureux, mais pas pareil. Voilà. Très intéressant. Et donc, le dernier livre de mes tops, c'est Il n'est jamais trop tard, c'est Aya Balbuena, je crois. Voilà, par Aya Balbuena. Alors, c'est un livre auto-édité. Je crois que c'est son premier livre, celui-ci. Elle en a sorti 2 autres. Il y en a un sur la dépression que j'ai peur qui me trigger un peu, donc je vais pas le prendre. Il suit encore après qui est une romance saphique qui a l'air assez drôle, que j'ai très envie de lire. Celui-ci, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. À tout juste 19 ans, Simon doit s'occuper seul de son nouveau-né, Naël, puisque sa copine les a abandonnés. Désespéré, il demande de l'aide à son meilleur ami Alexandre. 16 ans plus tard, Naël a grandi, éduqué par 2 pères restés amis, il apprend à se découvrir, à se comprendre et à s'accepter. Une tâche d'autant plus compliquée que Naël est confronté à un événement majeur. Sa mère, Lucia, décide de reprendre contact avec lui et ses pères, une arrivée qui va tout bouleverser ou peut-être tout réparer. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Déjà, il va aborder des sujets hyper importants. Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce que... voilà, donc t'as quand même 2 hommes qui vivent ensemble mais qui sont pas ensemble. Naël est neuroatypique. Puis il y a un des personnages qui a une certaine origine où le fait qu'il soit avec un homme, ça ne fonctionnerait pas. Le fait que certains personnages se questionnent sur leur transidentité, ça ne fonctionne pas. En fait, ce livre va beaucoup parler de plein de sujets hyper importants. Donc la transidentité, l'homosexualité, qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce que... même une famille au sens large par rapport à ta famille quand tu es immigré ou des choses comme ça. Ça va parler de neurodivergence. Et
pourtant, malgré tous ces sujets lourds, eh bien, s'écrit avec une légèreté incroyable, sans enlever la profondeur du texte. Je veux dire, Aya Balbuena a cette capacité à parler de sujets importants, très importants, de manière légère, sans en enlever l'important. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et j'avoue que quand je l'ai lu, j'ai pensé à des gens où je me dis, punaise, faut que j'achète le livre et que je leur donne, que je leur offre, parce que j'ai envie qu'ils les lisent. Je l'ai toujours pas fait, mais ça risque d'arriver quand je pourrai, parce que je trouve ce livre génial et j'espère qu'un jour, parce que elle, son but c'est quand même d'être en maison d'édition, mais qu'elle y arrive. Il faudrait, je suppose, une maison d'édition extrêmement engagée parce qu'elle elle parle beaucoup de sujets du coup très engagés. Je vous parle de le prochain gros thème. Le deuxième livre qu'elle a fait sur thème principal, c'est la dépression. Celui d'après, c'est une romance saphique. Il faut vraiment avoir la maison qui veuille bien publier ce genre de choses. Mais genre sa plume mérite d'être publiée. C'est mon avis personnel. Je crois qu'elle est déjà en discussion avec une maison d'édition et j'espère que ça va fonctionner pour elle parce que moi c'est une autrice à suivre. Voilà, elle a une plume extraordinaire, elle sait faire des choses extraordinaires et il faut absolument que je lise son dernier livre. Bon, avant que je passe au flop, est-ce que tu es abonné à ma chaîne YouTube? J'attends que tu le fasses. Puis like au passage s'il te plaît. J'attends. S'abonner, c'est gratuit, c'est un super soutien pour moi, ça me donne envie de continuer et j'aimerais pouvoir faire des choses sur YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner pour que je puisse par la suite faire de plus en plus de choses très cool qui nous plairont à tous, j'en suis sûre. Bon, on commence les flops et je vois le premier livre et je vois le deuxième et je vois le troisième et je me dis oh, j'ai pas envie d'en parler mais en même temps faut qu'on en parle, c'est le but de la vidéo, c'est un peu le jeu. Ouais, c'est que le premier est une déception et j'aurais tellement aimé l'aimer, c'est tellement pas le cas. Oh. Ce premier livre, c'est Mon nom dans le noir de Jocelyn Nicole Johnson, publié par Albin Michel. De base, ce livre, il avait vraiment tout pour me plaire dans le sens où moi j'aime les livres où je vais vivre une vie que je ne vivrai jamais parce que je suis née avec telle couleur de peau, dans tel pays, à telle période. Et là, on se plongeait vraiment dans la communauté afro-américaine, dans une période très floue, c'est-à-dire que cette période pourrait être il y a 3 ans, comme dans 10 ans, comme aujourd'hui. Et c'est aussi une force du livre, parce que, enfin bref, de vivre un petit peu plus à travers les yeux de quelqu'un, moi j'adore. Bref, donc ce livre, je crois qu'il n'y a vraiment pas d'année, et c'est ça qui est très fort dans ce livre. En fait, l'Amérique est en proie au chaos et en gros il y a des suprémacistes blancs qui décident d'éliminer toutes les personnes noires du pays. Truc horrible. Et quand je vous dis que du coup l'intérêt du fait qu'on n'arrive pas trop à le placer dans le temps, que ça pourrait être hier, ça pourrait être demain, ça pourrait être dans 6 mois, ça pourrait être il y a 3 ans, ça pourrait être dans 10 ans, je trouve ça très fort et très puissant. Voilà. Donc il y a lors d'une de ces rafles presque destructrices et meurtrières dans des quartiers, il y a un petit groupe qui arrive à s'échapper et qui vont se réfugier dans la plantation historique de Thomas Jefferson, une terre désertée de tout sauf de ses fantômes. Parce que une maison de plantation de Thomas Jefferson, qu'est-ce que c'est? On revient sur toute l'histoire sombre des États-Unis par rapport à l'esclavage. Et en fait, le personnage principal qu'on va suivre est une descendante de Thomas Jefferson, mais une descendante illégitime. Et jusque-là, voilà, on se dit waouh, ça va avoir vraiment quelque chose de fort, de profond, de puissant, quelque chose qui va évoquer, qui va vraiment nous réveiller. Et bah, pas du tout. C'est tombé à plat pour moi. En fait, ce que j'attendais de ce livre, c'est vraiment du réalisme. Je parle pas de morbidité dedans, mais du réalisme de qu'est-ce que les gens ressentent dans l'humain, du réalisme dans l'humain, voilà. Vraiment des émotions fortes, des choses qui se passent, des dialogues, des constructions c'est censé être un livre humain, entre humains, qui parle d'humain. Pour moi ça devait être ça, et ça n'est pas le cas. Les dialogues, il y en a très très peu. Les dialogues sont engoncés dans des paragraphes, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de traits à la ligne et déjà en termes de lecture, ça déshumanise. Et je trouve que ce livre est hyper déshumanisant du coup, parce que du coup tu t'attaches pas à l'humain alors que tu devrais t'attacher à l'humain, parce que c'est l'importance je trouve de ce qui est expliqué dans ce livre et ça n'est pas le cas. Oui, il y a des interactions entre personnages, évidemment, il y en a beaucoup, mais ce livre manque de chaleur, d'humain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper bizarre, j'ai l'impression. Mais ce livre aurait dû être hyper bouleversant, émouvant. Il l'est, mais pas pour ces raisons-là. Pas pour ce qui se passe, mais aussi
une chaleur humaine qui n'existe pas et qui devrait exister selon moi par rapport à cette solidarité, par rapport à cette envie de survivre dans ce milieu horrible. Ça me saoule. J'aurais aimé l'aimer, mais non, pas du tout. Ça n'a pas marché pour moi. Je suis dégoûtée. Vraiment, je voudrais relire ce livre, mais mieux écrit. En fait, voilà, je veux relire cette histoire mieux faite. Mieux faite selon mes critères, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, pareil, déception, hein. La maison aux pattes de poulet, par Jenna Rose Nethercott. Publié par Albin Michel. Alors, la collection imaginaire d'Albin Michel est vraiment cool, par contre, il faut qu'on en parle 2 minutes. Oh purée, je suis trop triste. C'est l'histoire d'une famille, d'un frère et d'une sœur qui retrouvent à hériter d'une maison au pas de poulet. Alors ça se passe aux États-Unis. Du coup, c'est globalement des descendants de Baba Yaga. L'histoire de Baba Yaga, on apprend des trucs par rapport... Je sais pas à quel point c'est proche de l'histoire originelle parce que je la connais très peu malheureusement. Il faudrait que je la prête, bien sûr. Mais du coup, ça a l'air très cool. Une famille qui s'entend pas très bien... Enfin, un frère et une sœur qui s'entendent vraiment pas très bien, qui se retrouvent à devoir protéger une maison aux pattes de poulet parce que d'autres personnes voudraient cette maison à pattes de poulet. Et il y a toute une histoire chargée, etc. C'est vraiment, il y a une forme de poésie, il y a une forme de retour par le passé pour voir ce qui se passait. Des traumas, des trucs trop bien, des trucs pas bien, des trucs charmants. Mais j'ai pas pu le finir, vous voyez. Et pourtant, il reste ça, vous voyez. J'ai pas pu le finir parce que c'est... long pour rien par moment. Et je suis trop triste parce que il est bien, mais il est trop long pour rien. Voilà, on aurait pu trancher des pages sans que ça enlève à l'authenticité du livre selon moi. Et quand j'en parle à des gens, ils sont arrêtés tous à peu près au même stade que moi et n'ont jamais pu le finir. J'ai toujours espoir parce qu'en vrai il reste quoi, 170 pages, même moins, 160 pages. Ça se fait pour savoir la fin, mais non, je crois que ça n'arrivera jamais. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Et là, c'est quand je sors le genre de livre que je viens de sortir que je me dis j'espère que l'auteur va pas tomber dessus parce que j'ai pas envie de décevoir qui que ce soit. Le livre est pas nul, mais à qui il s'adresse? C'est ça la question. Le livre n'est pas nul, je ne dirais pas ça. Il s'agit de L'influenceur de Patrick Bowen. En fait, il y a une jeune fille qui chronique quelques livres sur Instagram et tout, qui du jour au lendemain va se retrouver à signer un contrat qui va faire complètement exploser son compte Instagram. Sauf que en réalité, ce contrat cache plein de choses pas cool du tout. La femme qui l'a fait signer est en réalité, je crois, recherchée aux États-Unis, comme ça. Enfin, c'est un peu le pacte avec le diable en réalité. Et le livre est correct, d'accord? Il n'est pas exceptionnel, mais il est correct. L'auteur est présenté comme un peu le chouchou des bookstagrammeuses et des booktokeuses, etc. Pour moi, ce livre s'adresse à une frange de la population extrêmement minime, qui sont les gens qui aiment les livres et qui partagent des critiques sur internet, donc les bookstagrammeurs, greuses, tout ça, bref. Mais même... déjà je devrais me sentir plus concernée, c'est pas le cas, alors je me dis peut-être ça s'adresse à une frange de la population un peu plus jeune, possible que ce soit le cas, mais en fait déjà on a le droit d'écrire pour très peu de gens, c'est pas grave, c'est très bien, je trouve pas d'intérêt. Il y a un plot twist dans le livre est bien, mais trop déçue, je me dis je suis censée être quand même le public cible, je ne me sens pas du tout concernée, et pourtant même quand je suis pas le public cible, j'aime me mettre à la place du public cible. Là ça n'a pas fonctionné. À qui s'adresse ce livre? À qui s'adresse ce livre? Je sais pas. Et en fait limite j'ai l'impression que ce livre est un mauvais choix. La plume est bien, les rebondissements sont bien, mais il aurait pu écrire sur autre chose. Et je crois qu'il a écrit plein de livres, que tant mieux, il a déjà écrit sur autre chose, et je suppose qu'il écrit déjà sur autre chose. Mais il faut pas aborder ce sujet, je trouve, c'est trop spécifique. C'est trop... même pas très intéressant pour les personnes concernées. Enfin, selon moi, selon mes goûts, pour une autre personne, ça peut être totalement différent. J'aimerais me sentir concernée, c'est pas le cas. Voilà, c'est peut-être ça. Je sais pas. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, s'il vous plaît, défendez-le. De ouf. Comme ça, peut-être que j'apprendrai à l'aimer aussi, mais non, ça ne marche pas. Et la personne qui l'a écrit a l'air adorable. Mais pour moi, c'est vraiment un flop. Je le comprends pas. Voilà. Ensuite, on s'attaque à un gros sujet, on s'attaque même à un prix Pulitzer. On m'appelle Demon Copperhead de Barbara Kingsolver, publié chez Albin Michel. C'est le livre auquel j'ai lu le moins de pages avant de le fermer et de dire non. Non, pas du tout. Et c'est un livre qui m'a mise en colère en plus.
Alors, on peut parler de la couverture qui est magnifique. Vraiment, quand je la vois, je me dis waouh, c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de nature, il y a des pilules, mais bon, il y a des squelettes. J'aime bien les squelettes. Il y a bien des animaux un peu sauvages. Enfin voilà, on sent le côté Amérique, très intéressante et tout. On sent la vibe dans cette couverture où je me dis waouh, ça a l'air cool. Et en gros, ce livre c'est un petit peu comme Oliver Twist, mais ça concerne une frange de la population américaine hyper précise qui vit dans des bungalows. Vous voyez un petit peu, je pense. Vous voyez dans Sex Education par exemple, je sais plus, le personnage féminin principal qui vit voilà dans cette communauté là, bah c'est ce genre de communauté là. Et du coup on va suivre la vie de ce petit garçon qui n'a pas de chance dans la vie complètement. Et du coup dit comme ça a l'air super cool, super intéressant. En plus ça a remporté le prix Pulitzer qui est, si je dis pas de bêtises, le prix décerné aux journalistes il me semble. Donc tu dis waouh, genre incroyable, exceptionnel. Non, je dis pas qu'il est nul, je dis qu'il devrait marquer les trigger warnings. C'est la première fois et où je me suis sentie extrêmement concernée par cette problématique là. Il y a des livres, il y a plein de livres qui mériteraient d'avoir les trigger warnings écrits très rapidement, genre ici, genre ou ici, vous voyez, vraiment très rapidement, histoire de ne pas avoir du mal à le lire. Ils l'ont pas fait, et ils auraient dû le faire, voilà. C'est pas des triggers, on va dire c'est pas un trigger qui me concerne dans le sens où j'ai vécu et c'est une résurgence de trauma. Mais en fait il y a des scènes de maltraitance sur enfants et je ne peux pas lire ça, j'en suis pas capable. Et la première j'ai réussi à la passer difficilement, la deuxième j'ai refermé le livre, j'ai dit non je peux pas. Je comprends l'intérêt d'avoir fait ça pour ce livre, je ne reproche pas à l'autrice de l'avoir fait parce que ça sert le propos, parce que c'est important dans l'histoire qu'elle raconte, de raconter ça. On peut le faire les scènes descriptives ou on peut les faire suggestives évidemment, mais je comprends tout l'intérêt de le faire de manière crue pour vraiment, ça sert le propos, c'est important, c'est intelligent, c'est intéressant. Mettez des trigger warnings dans les livres, s'il vous plaît. Albin Michel, je vous adore, vous le savez, je vous aime vraiment, j'aime ce que vous publiez, mais mettez les trigger warnings, s'il vous plaît. C'est... Plein de livres mériteraient de les avoir, tous les livres, et je sais que ça se fait de plus en plus, mais là, punaise, ça me fait suer. En fait, je voudrais juste qu'on me dise quelle page je ne peux pas lire, les rayer et puis lire le reste, vous voyez. C'est très énervant, c'est de la déception encore une fois. La déception de ne pas pouvoir le lire parce que y a des sujets où je ne me sens pas bien, mais surtout une déception de me dire mais pour des gens qui ont vécu ça, du coup ça se passe comment? Et c'est exactement pareil un petit peu dans d'autres livres que je vous ai cités plutôt pourtant dans mes tops, comme celui de Janet McCurdy qui parle des TCA, ou quelqu'un qui est encore dedans ne devrait pas le lire je pense, mais quelqu'un qui n'est pas dedans et qui pourrait vouloir mieux comprendre ce que c'est, moi ça a été exceptionnel à ce niveau là. Par contre, je suppose que personne n'a vraiment envie de savoir ce que c'est d'être un enfant battu parce qu'on l'imagine beaucoup trop bien tous, quelque part malheureusement. Je suis dégoûtée. Albin Michel, vraiment s'il vous plaît, je sais, j'ai pas marqué si vous le faites maintenant, mais faites-le. Je vous demande de le faire. C'est trop dommage. Voilà. Et le livre, le dernier, sur lequel j'ai peur de me faire taper dessus. J'ai peur qu'on me dise mais comment oses-tu ne pas l'aimer? En fait, je sais qu'il va y avoir deux catégories de personnes. Ceux qui vont comprendre tout de suite parce qu'ils ont le même avis que moi. Et ceux qui vont me dire non mais il est trop bien. En plus, c'est vraiment des sujets que toi tu adores. Comment ça se fait que tu l'aimes pas? Et je me pose un peu la même question. Voilà. Il s'agit d'un livre dont je suis à plus de la moitié et j'espère pouvoir le finir, mais je n'y arrive pas. Du thé pour les fantômes. Voilà. Je pense que j'arriverai à le finir. Je pense. J'espère. Alors, qu'est-ce qui me va pas sur ce livre? Déjà, on va un petit peu parler du livre. En gros, il y a une fille qui peut faire prendre du thé à des fantômes pour qu'ils révèlent des trucs de leur vie passée pour aider les vivants à pouvoir mieux comprendre, on va dire. Voilà, vous voyez, j'explique très mal. Mais un gros pouvoir, faire dire à un fantôme c'est là que j'ai enterré mon trésor, ou oui, je l'aimais énormément, j'espère qu'elle va bien, ou voilà. C'est vraiment un petit cabinet où les gens peuvent parler. Enfin, elle fait l'intermédiaire, mais ils peuvent communiquer avec les défunts. Donc ça, c'est le personnage principal qui s'appelle quoi? Félicité? Je sais plus. Waouh, j'ai jamais été aussi perdue. Bref,
Donc c'est vraiment une femme assez complexe mais charmante, etc. Qui a quand même une vie compliquée. Et il y a sa sœur qui ressemble vraiment au cliché de la vieille sorcière tout bossu, mais elle l'a vraiment cherché parce qu'elle ne veut pas être plus que ça, elle ne veut pas que les gens la regardent, elle ne veut pas être intéressante, elle sait pas lire, elle a une éducation horrible parce qu'en fait leur mère à elle est une personne très étrange et assez horrible. En fait elle est vraiment sa fille chouchoute et sa fille détestée. Ces deux filles depuis toute petite ont des pouvoirs, leur mère a des pouvoirs. Oh, c'est très compliqué de résumer ce livre, mais bref, il est vendu comme un livre cosy et il ne l'est pas du tout. Dès le début, ou presque dès le début, tu as une scène de mort, mais hyper horrible, hyper promenante, où tu as presque envie de vomir. Et moi ça me dérange pas trop, parce que je lis des trucs d'horreur bien dégueux aussi. Mais du coup, mettez pas ça en cosy. En fait, c'est tromper le lecteur complètement. Oui, ça se passe dans le sud de la France aussi, genre à Aix-en-Provence, quelque chose comme ça. Waouh, je sais pas le décrire ce livre, mais il est très dur à décrire en fait. Je trouve qu'il est très compliqué parce qu'il se passe beaucoup de choses qui vont dans tous les sens. Et quand même, t'as une forme de beauté dans tout ça parce que c'est très... vous voyez, il y a un truc très magie de campagne, je trouve, que je trouve très intéressant. Il y a plein de choses très intéressantes dans ce livre qui mélangent fantastique, rumeur, patrimoine, enquête. Vraiment des thèmes trop bien. C'est-à-dire que pour moi c'est beaucoup plus un roman gothique, ce qui est ma catégorie de livre préférée, qu'un roman cosy qui est ma deuxième catégorie de livre préférée, vous voyez. Donc c'est pour ça que ce livre est censé me plaire. Pourtant j'arrive pas à avancer. Pourtant, bâton. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre moi et ce livre. Je vous ai pas dit, mais l'auteur c'est Chris Vukicevic. Désolée pour la prononciation, et c'est publié par De Noël. Et comme ça là, il est trop beau. Mais non. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à avancer dans ce livre, il a tellement de choses charmantes pour me plaire. Peut-être en fait ce côté trahison où tu t'attends à lire un truc cosy et que ça l'est pas du tout, ça m'a saoulée. C'est possible. C'est-à-dire que la communication autour de ce livre est pour moi complètement désastreuse du coup et ça me saoule. C'est peut-être ça. C'est sûrement ça. Je pense que c'est ça. C'est le fait de trouver qu'on m'a menti en me vendant ce livre. Pas les vendeurs, mais la com autour. Et je pense que c'est pour ça que je peux pas lire. Ouais. Faut pas mentir, c'est pas bien, après on n'aime pas les livres. En plus ce qui m'aide pas c'est que j'ai une copine qui l'a lu et qui m'a dit mais à la fin j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'aime pas pleurer, je pleure trop. Mais voilà, je pense que je le finirai quand même un jour parce que je me dis qu'il a un charme, une magie très particulière mais... Ah je suis déçue je pense de cette trahison. Voilà. Bref, c'était le dernier livre en flop. Pareil, défendez-moi ce livre bec et ongle s'il vous plaît, qu'il remonte dans mon estime, ce serait trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec mes tops et mes flops donc de 2024. Pour le moment, je pense que jusqu'à la fin de l'année, je veux dire que des livres de Noël. Et ça m'étonnerait qu'il y en ait un d'entre eux qui soit une révélation, qui mériterait d'être dans un top ou dans un flop. Quoique j'ai été surprise par des livres qui sont dans mes tops parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça puisse y être. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez quand on papote bouquin, j'espère que vous aimez quand vous voyez à quel point je parle avec véhémence de certains livres. Moi je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous allez passer de charmantes fêtes de fin d'année si c'est ce que vous désirez, que vous n'allez pas tomber dans des fous de commun un petit peu trop violents parce que moi c'est ma hantise, je déteste ça. N'hésite pas à commenter avec tes livres préférés ou ton avis sur mes livres, tes livres détestés, à défendre des livres que j'ai mis en flop et pourtant à descendre aussi des livres que j'ai mis en top. Je trouve ça trop intéressant. À liker cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner évidemment comme je l'ai dit plus tôt. Je vous embrasse, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous de citrouille. À la prochaine.